Le président iranien Raïssi, Vladimir Poutine, très chaleureusement au Kremlin. Voilà, c'est ces images qu'on a reçues dans l'après-midi. C'est sans doute le résultat d'un certain nombre d'allers-retours de Sergueï Lavrov d'ailleurs à Téhéran pour préparer une rencontre entre les deux chefs d'État. Il faut dire, Magali, que l'alliance entre la Russie et l'Iran est une alliance économique, une alliance militaire, une alliance surtout extrêmement bien travaillée et capitale pour les deux pays. Oui, mais il faut dire que les deux pays sont isolés sur la scène internationale. Ce sont deux pays aussi qui luttent contre les États-Unis, c'est un ennemi commun. Et puis, ce sont deux pays sous sanctions occidentales. Et à ce titre, eh bien, ils se soutiennent l'un l'autre pour essayer d'atténuer le poids de ces sanctions au sein de leur pays. Sur le plan économique, d'ailleurs, l'Iran et la Russie viennent de signer un accord, je cite, pour contrer, atténuer et compenser ces sanctions. C'était il y a 2 jours, regardez, c'était le 5 décembre à Moscou. Sur le plan militaire, eh bien, dès le début de la guerre en Ukraine, Téhéran a soutenu l'armée russe en lui fournissant les drones, vous le savez, les fameux drones Shahed, les drones kamikazes. Rien n'a jamais été officialisé. Téhéran continue de démentir, mais des restes de ces drones sont retrouvés régulièrement sur le champ de bataille. Voilà ce que dit un journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, Moscou a forgé un partenariat de défense sans précédent avec Téhéran. Alors avant, c'était plutôt l'Iran qui achetait du matériel russe, mais là, évidemment, la Russie avait besoin de son allié. Ça dure depuis février 2022. Mais depuis quelques semaines quand même, et grâce à l'économie de guerre, eh bien ça y est, la Russie peut retrouver son rôle de fournisseur. Fin novembre, Téhéran a annoncé avoir finalisé auprès de la Russie son plus gros achat militaire depuis 30 ans. Donc Téhéran a acheté à la Russie notamment des chasseurs multirôles, des hélicoptères d'attaque, des avions d'entraînement. Voilà ce que dit le même journaliste. La vente de ces armes haut de gamme, évidemment, prouve que Moscou peut encore décrocher des contrats d'exportation d'armes malgré les nombreux problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement. Alors est-ce que c'est que de la com, effectivement, pour montrer que Moscou est encore... Non, a priori non. Effectivement, ce contrat a bel et bien été passé, mais en termes d'image, c'est toujours important aussi de le faire savoir. Enfin, encore un mot de leur relation diplomatique. L'Iran joue un rôle clé dans la diplomatie moyenne-orientale russe. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. Regardez, l'un des seuls voyages de Vladimir Poutine à l'étranger l'année dernière, c'était à Téhéran. Merci beaucoup Magali. Il y a quand même une séquence assez hallucinante quand même, Catherine, où on voit hier Vladimir Poutine. Alors, on a beaucoup expliqué le fait qu'il se remettait à voyager, qu'il avait participé au G20, etc. Mais surtout, hier, il est à Riyad. Il est en visite en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, il reçoit le président iranien. C'est-à-dire qu'en fait, sur le tableau économique et le tableau militaire, il sait manier ses pions, en fait, quasiment. C'est incroyable. Carrément, parce que souvenez-vous encore... jusqu'à récemment, l'Arabie Saoudite et l'Iran ne se parlaient plus. C'est fou. Grâce à une intervention de la Chine, alliée également de la Russie, que des liens ont été renoués. Mais c'est vrai qu'en faisant cette visite et cette réception à 24 heures d'intervalle de 2 anciens ennemis jurés, Vladimir Poutine essaie de dresser le portrait de lui-même, d'un homme qui, contrairement à ce qu'on raconte, non seulement n'est pas isolé, mais a du pouvoir sur la scène internationale et dans une région qui a beaucoup d'importance actuellement, notamment à cause du pétrole, bien sûr, et sachant que les Européens, notamment, n'achètent plus de pétrole russe. Le fait que hier, avec le Saoudien, ils soient tombés d'accord sur le fait de continuer à baisser la production du baril pour faire monter les prix. Donc ça veut dire que ce sont les Occidentaux qui vont payer plus cher et que Vladimir Poutine va gagner plus d'argent puisque c'est aussi un grand pays producteur de pétrole. Donc il met en scène évidemment ses relations en se rendant sur place et en recevant le président iranien à Moscou pour souligner le fait que d'un point de vue militaire, politique, diplomatique et économique, finalement il coche quand même toutes les cases et qu'on l'avait enterré un peu vite. Alors après, on peut aussi lire Annie de Menton comme étant Vladimir Poutine obligé d'aller en Arabie Saoudite voir les pays de l'OPEP+, pour leur demander de baisser la production parce qu'il a besoin de faire rentrer des roubles dans les caisses de l'État et qui reçoit l'Iranien pour essayer de faire repartir des contrats parce qu'il est en économie de guerre, donc il peut produire des machines de guerre. Et voilà, enfin, on peut le lire des deux côtés aussi, non ? Oui, c'est vrai. Oui, d'un côté, sur le plan économique, je suis d'accord. Il retombe sur ses pattes, pour parler vulgairement. Là-dessus, c'est indéniable. C'est-à-dire, les difficultés des 6 mois ou 12 premiers mois de la guerre sont surmontées. Voilà, c'est ainsi. Sur le plan du réarmement, écoutez, faire appel à la Corée du Nord, c'est pas glorieux quand même.
peut-être, vous allez dire, avec nos lunettes à nous, c'est pas glorieux, mais que pour lui, ça le débecte pas. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose de très ambigu pour lequel on manque pour l'instant encore de clarté. C'est pas évident qui gagne, qui perd dans cette histoire. Vous savez, la Russie est quand même très ébranlée par cette guerre. Faut pas l'oublier non plus. On n'en voit pas pour l'instant, il n'y a rien de spectaculaire d'une certaine manière. C'est beaucoup plus spectaculaire côté ukrainien, parce qu'on voit l'Ukraine se battre. Côté russe, qu'est-ce qu'on voit? On en a eu une image avec Prigojine ou avec quelques mères de soldats qui râlaient sur le manque d'armement au front. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il y ait quelque chose de visible. Donc le mastodonte est aussi peut-être ébranlé de l'intérieur, tout au moins on peut l'espérer. L'Empire est ébranlé sans qu'on en ait encore, qu'on voit vraiment les fissures. Oui, parce qu'on se disait quand même, Général, que justement pour cette émission de la semaine prochaine, le bilan économique n'est pas catastrophique. On nous avait beaucoup dit, soyez patients sur les sanctions occidentales, etc. Bon, en l'occurrence, il s'en sort plutôt bien, mis à part sur l'inflation, ce que vous disiez, Pierre, tout à l'heure. La question, c'est quand même dans quel état sera ce pays après. Parce que... Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question pour lui, c'est la fin justifie les moyens. Donc il y a un objectif de guerre qu'il n'a pas précisé, d'ailleurs, quand on regarde bien, ou du moins un petit peu aléatoire, donc on ne sait pas très bien, on se l'imagine. Non, mais ça se permettra de se déclarer vainqueur, quoi qu'il a dit. Voilà, de toute façon, oui, justement, c'est-à-dire c'est très fin quand on y pense. Oui. Et vous parlez des sanctions, mais les sanctions, il s'y prépare depuis les premières sanctions de 2014 avec la Crimée. Donc finalement, il a eu 8 ans. Le contournement des sanctions surtout. Oui. Pardon ? Le contournement des sanctions. Notamment aux Émirats. Avec l'expérience aussi des Iraniens dans le même domaine, tous les pays sanctionnés, aujourd'hui, quand on fait le bilan, quel a été le résultat ? Oui, pas terrible. C'est les populations qui ont trinqué, les dirigeants ont continué leur politique. En revanche, honnêtement, on ne pouvait pas ne pas le faire. Donc il faut l'admettre. Maintenant, en dire que c'est la panacée, non. Il y a d'autres dimensions. Et là, finalement, la crédibilité des États concernés, est-ce qu'on a été totalement crédible dans nos différents soutiens ? Est-ce qu'on a été capable de prévoir, finalement, si vous venez marcher chez nous ou sur un chien de nos alliés, est-ce qu'on est prêt à recourir à la force ou pas ? Est-ce qu'on est équipé pour recourir à la force avec du matériel haute intensité, c'est-à-dire de l'équipement militaire qui n'a pas été choisi, c'est pas un choix qui a été fait depuis des années. En fait, on s'est nous-mêmes mis en situation d'infériorité, d'asymétrie sur le théâtre des opérations, et Poutine sait parfaitement l'utiliser. Et c'est pour ça que l'avenir pour lui, l'avenir est radieux. L'avenir est radieux. Et, quels que soient les résultats à la date d'aujourd'hui, il a gagné puisqu'il a quand même annexé une partie de l'Ukraine. D'où la question, et peut-être Pierre Ménat, le fait que Biden, alors on peut dire qu'il dramatise les choses, mais d'où la question de se dire, ben voilà, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas si Poutine, enfin, pas si Poutine gagne, mais si l'Ukraine perd, parce que ça sera pas tout à fait, enfin, ça dépend comment on le prend. La suite, nous, on va pouvoir effectivement la voir, mais de beaucoup plus près, quoi. Donc, d'ailleurs, il commence à menacer certains pays. Donc, alors bon, ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais cela dit, Biden, là, compte tenu de l'échec qu'il a subi au Sénat, a dramatisé fortement en disant attention, derrière, il y a nos soldats, les boys en Europe. Donc là, carrément, et se battant avec les Russes. Là, évidemment, le scénario est noir et on n'en est pas tout à fait là, mais cela dit, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il faut préparer la guerre pour maintenir la paix. Je voudrais dire aussi les trois pays, donc Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Iran, donc 2 où il va et 1 qu'il reçoit, sont 3 nouveaux adhérents des BRICS. Sur les 6, avec l'Argentine, l'Éthiopie, encore un 6e. Donc là, il est en train de forger quand même une alliance donc, avec la Chine, l'Afrique du Sud et autres, le Brésil. Ils sont en train de forger une alliance. C'est un peu plus que le Sud global. Le Sud global, c'est une notion un peu vague. Là, on parle de pays très précis et qui se soutiennent mutuellement. Et puis, par ailleurs, annexement aussi, déplacement à l'étranger, c'est aussi une manière de dire, moi, je n'ai pas peur de la Cour pénale internationale. Je peux aller dans beaucoup de pays sans être arrêté. En revanche, il y a eu un problème en Afrique du Sud. Le président sud-africain lui a dit, il lui a fait savoir, il vaudrait mieux que vous ne veniez pas pour le sommet des BRICS. Et il a, je dirais, il a présenté ça comme venant de lui en disant, je n'irai pas. Bon. Voilà, donc il y a des alliances qui se forment, en effet, et les États-Unis, si vous voulez, ne sont plus aujourd'hui en capacité
les États-Unis et les Occidentaux ne sont pas en capacité de freiner cela. Donc, parce que cette alliance des BRICS, petit à petit, elle se cimente quand même. Je ne dis pas autour de la Russie, bien sûr. Ça sera, si on devait dire autour d'un pays, ce serait plutôt autour de la Chine. Mais malgré tout, la Russie y trouve son avantage et son intérêt, et Poutine lui-même le fait. Donc, en fait, ce qui est très intéressant depuis quelques semaines, quelques jours, là, c'est de voir que les parias n'en sont plus. Enfin, en tout cas, lui et un dernier mot, n'est plus un paria. Dernier mot, c'est que sur les sanctions, si vous voulez, je crois qu'on ne peut même pas parler de contournement des sanctions, dans la mesure où il n'y a que 34 pays qui en ont adopté des sanctions. C'est vraiment, et c'est là où on voit la frontière, si vous voulez, entre Occident et les autres. C'est que donc on a annoncé des sanctions. Nous, effectivement, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon ont adopté ces sanctions, mais on ne peut pas empêcher qu'elles soient non pas contournées, mais que l'on passe par des pays où il n'y a pas de sanctions, bien sûr. comme la Turquie. Sans utiliser le dollar, oui, parce que sinon il y a les sanctions américaines. Après, il y a le dollar. Le dollar, si vous voulez, ça c'est l'objectif, mais pour l'instant, on n'en est qu'au rudiment, si vous voulez, parce que ce qu'a dit, je dirais, ce qu'a dit Poutine, c'est quelque chose qu'on avait un peu dit il y a quelques années avec l'euro. C'est de dire on ne peut plus dépendre complètement du dollar, parce que la Chine dépend étroitement du dollar. Ils ont des réserves en dollars de plusieurs centaines de milliards en dollars. Et donc, ils ont commencé à dire on va peut-être essayer de trouver une autre monnaie. Alors, est-ce que ce sera le yuan ? Pas le rouble, naturellement. Ça, c'est un autre. Mais c'est vrai que c'est très important. Ouais, en fait, on a un peu le sentiment, Catherine, que le centre de gravité est en train de se déplacer. Voilà. Peut-être qu'on voyait trop tout de notre prisme à nous, et c'est sans doute le cas, et d'ailleurs, souvent, ces populations nous le reprochent, mais que le centre de gravité est effectivement en train de se déplacer, pas spécifiquement sur la Russie, mais que Vladimir Poutine, de fait, depuis qu'il a été au G20 à la même table, virtuelle évidemment, mais qu'un certain nombre de grands pays, etc., nous, on n'est plus un paria sur la scène internationale. Oui, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut toujours écouter ce que disent les adversaires, les dictateurs, les ennemis, enfin bref. Ils le disent depuis longtemps. Ils disent qu'ils veulent être un contre-pouvoir à l'Occident, que la suprématie occidentale doit arriver à son terme, et donc ils sont en train de mettre sur pied déjà les BRICS, effectivement, un pouvoir économique, politique et diplomatique pour contrecarrer cette suprématie occidentale. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un combat de longue haleine et particulièrement crucial. Bon, en tout cas, tout cela est absolument passionnant. Mélanger l'économie, la défense, la géopolitique, tout ça, la diplomatie, c'est très, très passionnant, évidemment. Alors, on suivra cette séquence qui va être importante la semaine prochaine. Il va y avoir pas mal de choses.